messieurs, chers collègues, et m'adressant à monsieur Martial Nicolas, alors je précise que Martial est le prénom et Nicolas son nom de famille. Donc je peux vous appeler aussi chers collègues maintenant, puisque le titulaire du prix de thèse de cette année a été dans la foulée de la soutenance de cette thèse qualifiée par le CNU section 01, car c'était une thèse qui touchait quand même bien davantage le droit privé que le droit public. Et dans la foulée également de la qualification, il a été recruté par l'université de Brest. Donc cette année, je dirais cette année universitaire, puisque la thèse a été soutenue, sauf erreur de ma part, en décembre 2021. Donc c'est une année universitaire particulièrement fructueuse pour vous. Alors, deux mots, et puis je lui laisserai évidemment la parole. À l'initiative d'Étienne, j'ai été désigné président d'un jury qui était composé de la directrice de la thèse qui avait eu le prix l'année dernière, Madame Brigitte Guetty, qui est professeure de sciences politiques à Paris 1, donc de Corinne Delon-Desmoulins, d'Émilie Moisan-Janard, de Sébastien Cotte, de François Ecal et bien sûr de moi-même. Donc le jury a eu 15 thèses à analyser. Bon, en réalité 14, parce qu'il y en a une qui était tout à fait en dehors des clous, relevait de... Alors c'était une thèse qualifiée CNU, mais section 71, donc ça n'avait strictement rien à voir avec les finances publiques. Mais c'était sur les universités africaines, enfin, strictement rien à voir. Et donc, on a eu 14 thèses et beaucoup de thèses de bonne qualité. Bon, il y a toujours, évidemment, des thèses d'inégale qualité, mais enfin, il y en avait plusieurs qui étaient très bonnes. On avait, après tour de table, retenu trois thèses. Deux thèses de Paris 2, l'une d'Édouard Coulon sur l'évasion fiscale, la construction d'une théorie juridique, enfin, en tout cas l'essai de construction d'une théorie juridique, et l'autre de Flora Sicard sur la cohérence des systèmes fiscaux en droit de l'Union européenne. Mais la thèse qui a fait au bout du compte l'unanimité est celle de monsieur Nicolas, donc sur famille et fiscalité, recherche sur la place de la famille en droit fiscal. Donc c'est une thèse qui sur le plan, je dirais, formel, académique, etc., correspond à tous les canons et qui part de l'idée, du constat que la situation de la famille aujourd'hui est évidemment changée à une époque où il y a des compositions, décompositions, recompositions, etc. Donc la place de la famille change. Et sur le plan fiscal, ça induit une tendance à l'individualisation, une recherche de l'individualisation. Et l'intérêt de la thèse, c'était à la fois d'analyser cette individualisation, mais aussi de se poser la question, est-ce qu'il faut s'en contenter ou est-ce qu'il faut aller plus loin dans ce sens-là, ou est-ce qu'il faut remettre vraiment la famille au cœur de la fiscalité la concernant. Voilà, donc je ne développe pas, je vais lui donner quand même la parole pour qu'il nous dise en quelques mots, et mieux que je ne pourrais le faire puisque c'est son travail, donc il nous dise le cœur de sa recherche, de son travail, mais en tout cas, il a manifesté de grandes qualités de chercheur. Je ne doute pas qu'il ait aussi des qualités d'enseignant, ça va souvent de pair. Et en tout état de cause, on a été très heureux de lui décerner ce prix qu'il touchera. Alors peut-être pas, je ne sais pas si le chèque lui parviendra aujourd'hui ou
peu plus tard, mais enfin, de toute façon, c'est 2 500 € qui est accordé par la Société de finances publiques à la thèse qui est jugée la meilleure pour l'année concernée. Je pense qu'on peut applaudir le lauréat et le jury pour tout le travail qui a été effectué. Bravo. Donc, Monsieur Nicolas, venez à la tribune pour parler et nous présenter brièvement votre thèse. Voilà. Je vous remercie, professeur. Merci également, professeur Orsoni, pour la présentation de mes travaux et surtout un grand merci à la Société française de finances publiques pour ce prix qui m'honore énormément et qui récompense des années de travail. Alors, ma thèse s'intitule « Famille et fiscalité, recherche sur la place de la famille en droit fiscal ». À première vue, c'est un sujet qui peut interpeller, du moins qui a interpellé un certain nombre de mes interlocuteurs, parce que les deux mots-clés du sujet sont assez antinomiques. Effectivement, la fiscalité renvoie pour beaucoup à un prélèvement obligatoire, sans contrepartie, souvent considéré comme spoliateur, alors que la famille renvoie plutôt à un lieu de construction et d'épanouissement individuel et à un creuset de solidarité. Et donc, on peut s'interroger sur l'opportunité de joindre les deux. Et pourtant, lorsque l'on s'immerge dans la fiscalité personnelle et patrimoniale, et sur un échelon historique, on constate qu'il y a des relations complexes et anciennes de la famille et de la fiscalité. Ces relations, on les retrouve dès l'Antiquité, avec des impôts sur les successions qui prennent d'ores et déjà en compte, comme aujourd'hui, les liens de parenté entre le défunt et les héritiers pour opérer le prélèvement. On retrouve également cette prise en compte de la famille en matière fiscale au Moyen-Âge, avec une première manifestation de l'imposition par foyer, à travers la prise en compte du feu familial, autour duquel se réunissent le chef de famille et ses proches. Et puis surtout, cette fiscalité familiale, elle s'est affermie au cours du XXe siècle, notamment sous l'impulsion d'une nouvelle conception de la justice fiscale. On a vu évoluer de l'égalité arithmétique vers davantage d'équité, et donc on a demandé à la fiscalité de s'adapter, de prendre en considération la capacité contributive des individus et donc de les différencier notamment en raison de leur situation familiale. De là est née notamment la généralisation du système du foyer fiscal, puis également du quotient conjugal, du quotient familial en matière d'impôt sur le revenu. C'est également systématiser l'imposition commune en matière d'impôt sur la fortune et également du côté des droits de mutation, le système d'imposition progressive est basé sur le lien de parenté des transmissions à titre gratuit. Alors, une fois qu'on a fait ce panorama, il faut le confronter à la réalité de ces contribuables. Et comme l'a présenté le professeur Orsoni, eh bien, la famille a évolué. Et est-ce que la fiscalité a évolué? En conséquence, la réponse est non. Dans le cadre de la thèse, afin de rendre compte de cette inadaptation, je me suis appuyé sur 4 axes d'évolution de la famille. D'abord, une diversification des structures familiales, ensuite un éclatement de la famille dans l'espace, une diversification des ressources entre les familles et donc l'émergence d'inégalités, et puis enfin des inégalités au fil des générations entre les membres d'une même famille. Alors, en quelques minutes, il serait un petit peu ambitieux de présenter ces 4 axes. Je pense donc qu'il est plus intéressant de vous montrer quelques exemples issus du premier sur la diversification des structures familiales et pour rendre compte de l'inadaptation du droit fiscal. Alors, sur la diversification des structures familiales, on peut prendre 2 sous-points. D'abord au niveau du couple et ensuite au niveau de la parenté. S'agissant de l'imposition du couple, on constate une rupture à bien des égards entre le droit fiscal de la famille et le droit et le fait familial. Ne serait-ce que sur le droit familial. Le droit des couples est aujourd'hui organisé d'une manière graduelle. Le concubinage est l'union la moins engageante, la moins protectrice. Le PACS, une union intermédiaire. Et le mariage, l'union la plus protectrice et la plus engageante. Or, le droit fiscal a polarisé ce système graduel entre d'un côté les unions de fait, et de l'autre les unions de droit. De la sorte, les partenaires sont aujourd'hui imposés en commun dès l'année de conclusion du PACS et sont également exonérés de droits de succession au même titre que les époux, alors même qu'il n'y a aucune vocation successorale entre les partenaires. Alors, de 2 choses l'une, soit cette fiscalité, elle nie la gradation civile des couples et donc la cohérence induite par le droit commun, soit elle nie l'émancipation sociologique des concubins, puisque le concubinage est un phénomène aujourd'hui largement répandu et démocratisé et qui ne fait pour autant pas l'objet d'une prise en compte satisfaisante ni en droit civil ni en droit fiscal.
Donc, dans tous les cas, cette situation, elle n'est pas satisfaisante. En outre, elle induit un biais sur l'application du droit civil, c'est qu'aujourd'hui, les couples ont tendance à déterminer leur mode d'union en partie, pas toujours, mais en partie, en fonction du système d'imposition dont ils vont bénéficier. Or, le droit fiscal n'a pas vocation à perturber les pratiques civiles. Un autre exemple encore que l'on peut trouver de l'inadaptation de la fiscalité au couple, c'est le traitement du conjoint le moins rémunéré, voire du conjoint inactif dans le cadre du foyer fiscal. Alors ça, c'est une vieille arlésienne du droit fiscal de la famille, mais qui s'est aggravée dernièrement, d'une part à travers le quotient conjugal, donc ça c'est l'arlésienne classique. Aujourd'hui, dans un couple qui est monoactif, l'inactivité du conjoint va accroître l'effet diviseur du quotient conjugal en faisant diminuer significativement l'impôt sur le revenu. Et donc, l'inactivité du conjoint devient un gain fiscal pour l'autre et un objet de négociation pour maintenir son inactivité, voire entraîner son retrait s'il est sur un temps partiel. Et puis, ça s'est aggravé récemment avec l'introduction du prélèvement à la source. Pourquoi? Parce que le prélèvement à la source, c'est un taux commun au foyer, représentatif de tous les revenus du foyer et qui va frapper tous ces revenus dès leur origine. Et donc, le conjoint le moins rémunéré, mettons par exemple qui est à temps partiel, va subir un taux qui est aussi représentatif des revenus de son conjoint qui est mieux rémunéré. Donc, il subit une pression qui n'est pas corrélée à ses moyens. Alors certes, il existe une option pour le taux individualisé, mais le recours à ce taux peut susciter des négociations, voire être source de conflits au sein du couple. Et donc, d'une manière générale, là encore, la fiscalité n'induit pas une paix les ménages. Et puis, brièvement, du côté de la parenté, là, les exemples sont très nombreux encore, ne serait-ce que par l'absence totale de prise en compte de la famille recomposée, qui est aujourd'hui un modèle largement démocratisé et connu, mais qui pour autant ne connaît ni une reconnaissance en droit civil, ni en droit fiscal. Alors, un exemple topique, c'est le traitement en matière de fiscalité des successions, des transmissions entre le beau-parent et le bel-enfant, qui sont actuellement traités comme des étrangers, donc soumis au taux de 60%. Alors, pour contourner cette situation, eh bien, que font-ils? Ils recourent à l'adoption simple, et donc là encore, la règle fiscale devient un élément perturbateur des pratiques civiles, en ce sens qu'on adopte aujourd'hui en la forme simple, essentiellement pour des motifs patrimoniaux et fiscaux. Et puis, un dernier exemple, c'est le paradoxe de la fiscalité des pensions alimentaires dans le cadre de la garde de l'enfant à l'issue de la rupture ou de la séparation du couple. Lorsqu'on connaît la règle fiscale, lorsque une pension alimentaire est due au titre d'une décision de justice, cette dernière est déductible des mains de celui qui la verse et imposable entre les mains de celui qui la reçoit. Or, on constate sur un plan sociologique que celui qui a généralement la garde de l'enfant et qui est donc le créancier de la pension alimentaire, c'est souvent la mère. Or, cette mère, elle est aussi généralement moins rémunérée, elle est victime des inégalités salariales et des inégalités patrimoniales, et elle se retrouve par ailleurs imposée sur une pension alimentaire qui est par ailleurs déductible des mains du père. Or, certains auteurs considèrent que la pension alimentaire, ce n'est pas un revenu. La mère, ou du moins le parent qui a la garde de l'enfant, n'est pas une nounou et n'est pas rémunéré à la garde de son enfant. Aussi, il y aurait un paradoxe à l'imposition de ce qui est en fait un partage des frais de garde et d'éducation de l'enfant. De ce point de vue, donc, la fiscalité peut encore être critiquable. Alors, la thèse envisage différentes voies de reconsidération de tous ces paradoxes, de toutes ces inadaptations, en mettant sur la table, dirais-je, les grandes propositions émergentes qui vont tendre soit à l'individualisation et donc à parachever ce mouvement que l'on voit d'individualisation progressive du droit fiscal, soit plutôt à défendre une nouvelle considération et un nouvel ancrage de la famille en droit fiscal. Alors, du côté de l'individualisation, c'est le classique débat autour de l'absorption de l'impôt sur le revenu, notamment au sein de la CSG, et l'adoption d'une contribution fiscale généralisée. Mais bon, à l'étude, il semble que ce dispositif ne passe pas les fourches codines du Conseil constitutionnel. Ce dernier semble en effet attaché à une imposition au niveau du foyer fiscal, et donc une imposition individualisée ne serait pas réalisable, du moins intégralement. Puis de l'autre côté, on a toutes les possibilités de modulation du droit fiscal qui permettent notamment de passer plus tôt, pour l'exemple du prélèvement à la source, à un taux d'emblée individualisé et permettre une option pour le taux commun, ce que proposent déjà certains auteurs,
ou encore l'adoption, par exemple, d'un tarif fiscal pour les mutations entre le beau-parent et le bel-enfant et qui s'inscrirait en marge de la dévolution successorale en droit civil. Ceci ne sont que quelques exemples que la thèse envisage au sein d'un plus large panel. Je vous remercie de votre attention.